Nous sommes à Prague. C'est pas le Prague pour le tourisme, on est à Prague pour le BTC 2026, donc une grosse conférence Bitcoin. J'ai été invité ici, je suis venu, on va aller voir tout ça. Et on va en profiter pour regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires avec Adam Back, qui serait Satoshi Nakamoto, et Michael Saylor, le gars qui disait « je vais jamais vendre de Bitcoin, ne vendez jamais vos Bitcoins » et qui a vendu ses Bitcoins. Allons voir tout ça. Format vlog, je vous emmène avec moi, comme ça vous pouvez découvrir aussi un petit peu les conférences, et puis mettons les points sur les i et les traits sur les t, et les trucs comme ça quoi. Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Nous y voilà. Alors, déjà, bon, ça fait un petit peu hangar ici, ce centre d'exposition de Prague, PVA, ici. À un premier abord, j'étais un peu déçu en arrivant, fallait récupérer les tickets. Bah, juste ici, tu vois, tu récupères les tickets. Ici sur la gauche, ça fait 3 jours que je suis là. T'es dehors, il pleut, voilà quoi, c'était pas terrible. Et par contre, une fois que t'es à l'intérieur, avec le monde qu'il y avait, l'ambiance et tout ça, j'ai vite été remis dans une ambiance plus positive. Bah, je vous emmène avec moi pour voir ça. Là, vous voyez, on est dehors, c'est gris, c'est triste, et on va rentrer, et on va se retrouver dans l'ambiance crypto, Bitcoin, on va être bien. Vous voulez des photos avec le pingouin? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de bien ici? Du à boire. Faut de l'énergie. Donc ici, en rentrant sur la gauche, on a le main stage. Là, on se retrouvera tout à l'heure, mais je vais d'abord faire visiter un petit peu le reste. Donc conférence. Pas mal de personnes que j'aime bien qui sont là. On a Adam Back. Que j'aime pas particulièrement, mais que je respecte énormément. On a Michael Saylor, que j'aime pas non plus, mais que je respecte énormément. Stéphane Livera, que j'aime beaucoup lui par contre. Je l'ai rencontré souvent. J'adore sa vision des choses et sa pédagogie, son podcast et tout. Je sais pas si vous le suivez. Si vous êtes de la communauté qui peut parler anglais, on va dire, je vous le recommande à fond. Ouh, il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui par rapport à hier. Allez, on va faire un petit tour. Donc on arrive ici. On aura les miners, forcément, on en a toujours. Une petite zone signature de livres, etc. Hier, il y avait Nathalie, super Nathalie, qui a écrit un nouveau livre, Bitcoin ATM. Alors là, par contre, le Bitcoin ATM, ce qui est sympa, c'est que, bon voilà, c'est une manière d'acheter et de vendre du Bitcoin, mais c'est plus que c'était en fait. Avant, les Bitcoin ATM, l'avantage, c'est que c'était sans KYC. Sauf que là, si vous regardez bien sur son Bitcoin ATM, enfin sur son stand en tout cas, il y a indiqué MiCA Compliant. C'est-à-dire qu'ils ont la licence MiCA, c'est-à-dire qu'il faudra faire le KYC. Et là, on perd quelque chose qu'on avait avant, qu'on a par exemple quand on fait du OTC à Hong Kong, quand on fait du Bitcoin ATM à Barcelone par exemple. Même si on avait parfois des spreads un peu élevés, ça nous permettait d'accumuler du Bitcoin de manière anonyme, de manière décentralisée, de manière autonome. Et là, au final, quelle est la différence entre acheter ça dans la rue, dans un magasin ou n'importe quoi, que d'acheter sur un exchange et t'envoies ton passeport, t'envoies ta carte d'identité aussi, quoi. Il est un peu déçu. Mais bon, voilà, c'est l'Europe, hein. Vous connaissez l'Europe. On pourra parler de la différence entre la Chine et l'Europe aussi, d'ailleurs, parce qu'on a un stand qui est super intéressant, qui est là-bas, je vais vous le montrer juste après. Mais les Européens, les Américains, ils sont beaucoup sur être des personnalités souveraines, des personnalités autonomes, des personnalités libres. Et en Chine, quand je fais les events en Chine, en Asie, en Corée, etc., souvent c'est comment est-ce qu'on peut décupler notre argent, tu vois, comment est-ce qu'on peut faire de la thune. Un peu comme Michael Saylor, quoi, que j'aime un petit peu moins. Donc j'aime bien ces events quand même. Alors bien évidemment, à ces conférences-là, on trouvera des cold wallets. Ici, on a Trésor avec leur logo Take Control que j'aime beaucoup. C'est la mentalité justement dont je vous parle ici. Reprenez le contrôle, ça j'aime bien quand on est dans le monde occidental. Des hot wallets aussi, regardez, on a Cake Wallet ici. Cake Wallet,
très très bien pour du Bitcoin en Lightning par exemple. C'est tout open source et donc on aime bien quand c'est open source. Alors on entend beaucoup de bruit derrière, des gens qui s'amusent aussi à taper sur un truc là aussi. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, il y a pas mal de gens qui s'amusent. En parlant de gens qui s'amusent, on a toute une zone sur le gaming aussi, le gaming décentralisé, qu'on n'avait pas beaucoup par contre dans les autres conférences. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on en retrouve pas mal du gaming décentralisé, des jeux de société sur le Bitcoin, etc. Tout ce qui est jeu, ça c'est pas mal. À Bitcoin Las Vegas l'année dernière, il y avait toute une section pour les enfants jouer, tu vois, des jeux pour enfants, des jeux pour découvrir le Bitcoin, etc. pour les jeunes et compagnie, éducatifs, mais vraiment en partant du tout bas. Et ça, j'aime beaucoup parce que j'ai 2 enfants et du coup, c'est moi qui leur fais tout seul. Mais ici, on n'en a pas, mais on a une autre variante, plus jeux vidéo. Et c'est bien, tu vois que Bitcoin, que la décentralisation, ça touche vraiment tous les aspects de la vie du quotidien. Alors, de la bière, bien sûr. Comme je vous disais, on est en République tchèque, mais de la bière qu'on paye en Lightning. Voilà, ça c'est bien, en Bitcoin, on aime bien ça. Je sais pas combien de temps faire de transactions ici, la dernière fois à Las Vegas c'était vraiment sympa aussi. Mais on peut tout acheter en Bitcoin ici. Et d'ailleurs, Prague, il y a pas mal de trucs, il y a aussi un stand BTC Map d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez BTC Map. Prague, il y a quand même pas mal d'endroits où ils acceptent le Bitcoin pour les paiements, donc ça c'est pas mal. Ah, de l'art. Beaucoup de choses artistiques ici. D'ailleurs, on avait un stand qui vendait de l'art, je suis passé à côté ici, donc je vais vous le montrer vite fait, mais voilà, ce stand-ci. Il faut savoir qu'à chaque fois, les conférences Bitcoin, les conférences Bitcoin spécifiquement, pas crypto vraiment, on a des artistes, des gens qui s'expriment d'une manière différente, tu vois. Et je trouve ça très touchant parce qu'il y a beaucoup de symbolique dans tout ça. L'histoire, les valeurs justement, des choses comme ça. Donc on a toujours des gens qui vendent de l'art, des gens qui exposent de l'art. On a toute une exposition qui est là-bas d'ailleurs aussi. Je vais vous montrer vite fait, mais il y a quelques trucs que j'aime bien. Moi, par exemple, je sais pas si vous avez vu le film V pour Vendetta, mais c'est aussi quelque chose qui a fait beaucoup réfléchir pas mal de gens dans notre monde. Alors, en tout cas, les gens de ma génération. Quand je vois ça, tu vois, la fête derrière, le gars avec son masque si connu, la grenade Bitcoin qui est là pour tout faire péter. Tu vois, il y a quelque chose. Je suis pas trop, tu vois, moi je suis pas trop un gars qui collectionne l'art, les choses comme ça, qui va à des expositions, enfin de plus en plus quand même. Mais tu as des choses qui sont quand même remplies d'émotions. Et ça, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous parlais des gens qui s'amusent aussi, qui font les fous, etc. Ici, on en a aussi. On a, par exemple, la possibilité de jouer à ça. On avait aussi les autres là qui faisaient beaucoup de bruit en tapant avec un marteau pour juger de la force. Si tu arrives à faire un bon score, tu gagnes 600 €. Ouais, ça, c'est bien aussi les conférences. C'est que pour les gens qui veulent rentabiliser leur billet, il y a quand même toujours moyen de le faire aussi. Si ça vous intéresse de venir à une conférence dans le futur avec moi, je vous donnerai toutes les astuces. Mais voilà, je repars avec des téléphones, je repars avec des cryptos aussi parce que j'ai des alphas, on va dire, des airdrops, des choses comme ça. Voilà, tout à l'heure, on les entendait, ils tapaient sur ça. 600 € à gagner. Donc ouais, c'est bien rentable. Ça peut être bien rentable, on va dire. Après, moi, c'est pas forcément rentable parce qu'après, quand je vais dans un pays, je vais tester les restaurants Michelin, les choses comme ça. Donc ça revient vite cher. Mais pour les personnes qui veulent découvrir ça, qui veulent un prétexte pour voyager, il y a toujours moyen de rentabiliser les trucs. Ça, c'est un stand que j'aime beaucoup. The Bitcoin Way. Second passeport, autonomie, être une personnalité souveraine et qui n'a pas de frontières, on dit ça en français. Voilà, borderless. The Bitcoin Way, j'aime beaucoup, vous pouvez regarder. Après, il y a pas mal de choses si vous avez des questions sur tout ce qui est obtenir un passeport secondaire, des choses comme ça. Si ça vous intéresse, vous me dites, on en parle. Mais moi, depuis des années, une vingtaine d'années, tout ce qui est théorie des 5 drapeaux, les choses comme ça, c'est des choses que je suis. C'est comme ça que j'ai connu Peter Schiff d'ailleurs. Peter Schiff, je l'ai connu par l'intermédiaire de James Hickman, The Sovereign Man, à l'époque, c'était son pseudo. Donc le monde est petit en plus. Toutes ces personnes qui ont ces envies de liberté, ces envies d'autonomie. Bon, bien évidemment, il faut prendre ses responsabilités aussi derrière, mais ils peuvent tous se retrouver ici à des conférences Bitcoin. Donc ce que j'aime moins, après, c'est que de plus en plus maintenant dans les conférences ici, on a les institutions, on a les États, les représentants des politiques. Tu vois, quand je suis à Dallas avec des membres du Congrès américain. Bon, c'est plus la même vibe. On sent qu'on se fait un petit peu gangréner. Il y a comme un virus, tu vois, qui attaque un petit peu Bitcoin, qui essaye de se l'accaparer. Mais ça reste, en tout cas pour le moment, quelque chose de bien sympathique. Bon, on a fait le tour. Je vais vous emmener, on va aller voir, ça doit être là. Maintenant. On va aller voir les conférences. On va voir vite fait aussi Michael Saylor, Adam Back, bien sûr. Stéphane Livera, il devrait passer aujourd'hui aussi. Et puis ensuite, on parle de ces sujets-là.
Ces deux personnes-là, ces deux loustiques-là, et ils nous font des choses bizarres ces derniers temps. Ah, mais regardons ça. Okay. Je vais pas parler trop fort. Which Parce que entities or which locations have les gens, ils écoutent. access that? What's their education level? Alright, discutons de Adam Back. Adam Back. Il nous la met un peu à l'envers, je trouve. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le gars, il nous dit oui, je suis pas Satoshi, etc. dans les interviews les plus récentes. Mais juste avant que le documentaire sorte, il faisait tout pour alimenter un petit peu le doute. C'est-à-dire que le gars, il va être du genre à passer 2 heures avec un journaliste dans sa chambre d'hôtel pour parler de tous les détails, etc., donner des indices sur le fait que peut-être que c'est lui. Et derrière, une fois que le documentaire est sorti et que ça buzz bien, il va ressortir et lui il va dire ah non c'est pas moi, si c'était moi j'aurais pas fait par exemple participer à tous ces events, ces conférences, etc. Être une personnalité tellement publique depuis 17 ans, tu vois. Satoshi il ferait pas ça quoi. Si on regarde un petit peu la data, par exemple sur la manière dont il écrit du code, parce que là il s'est basé sur un seul truc, c'est la manière dont il écrit du texte. Mais quand tu regardes comment est-ce qu'il écrit du code par rapport à Alphine, c'est forcément Alphine qui écrit le code quoi, tu vois. Là il y a pas de doute quoi. Mais pourquoi est-ce que du coup, il aurait un petit peu travaillé à augmenter ce malaise, augmenter ce doute, augmenter cette vision que les gens ont, que ça serait lui peut-être, et participer un petit peu à tout ce buzz? Pour moi, c'est de manière complètement volontaire. Je pense que à l'époque, justement, là, il a sa société Blockstream, et c'est de la pub gratuite en fait. Il avait juste besoin d'être plus visible pour forcément récolter plus de thunes. Et c'est ce qu'il a fait quoi. Parce qu'en fait le truc, l'impression qu'on a, c'est que les journalistes ils ont réussi à trouver, voilà, c'est le jeu du chat et de la souris, ils ont enfin trouvé c'est qui Satoshi, il est démasqué. Mais en fait c'est l'inverse. C'est lui qui a complètement utilisé ce système, les médias, les journalistes du New York Times et compagnie, pour mettre les projecteurs sur lui et gagner de la thune tout simplement. Une vision pas très satoshiste, si le mot existe, du business. Donc voilà ce que j'en pense de Adam Back qui est Satoshi, c'est complètement pas lui. Alors pourquoi est-ce que du coup il y aurait peut-être une même manière d'écrire entre lui ce qu'il fait, parce que voilà dans l'article, c'est l'article qu'ils ont publié, l'étude qu'ils avaient faite avec les AI, c'était à 99,5% de confiance, de certainté, ou je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, confidence quoi, que c'est lui qui a écrit le white paper. Mais c'est peut-être lui qui l'a écrit. Mais ça fait pas de lui Satoshi. C'est ça qui est intéressant. Satoshi, c'était peut-être un groupe de 4-5 personnes. Satoshi, c'était peut-être un gars qui a embauché quelqu'un pour écrire le white paper parce qu'il sait que lui, c'était un geek et qu'il n'était pas bon pour écrire des white papers. Enfin, si t'es dans la crypto et si t'as déjà travaillé avec des projets ou des choses comme ça, tu vas souvent te rendre compte que la personne qui code, la personne qui a l'idée, la personne qui fait les premières transactions, la personne qui écrit le white paper, la personne qui fait le marketing, ça sera pas très souvent les mêmes personnes en fait. Et on sait très bien qu'ils travaillaient ensemble sur un forum, Bitcoin Talk, etc. pour échanger. Ils se sont peut-être mis ensemble, 4 ou 5 personnes, pour réaliser Bitcoin et sortir Bitcoin, l'ensemble, le package. Selon moi, la personne qui est derrière le code, derrière la technique, c'est Alphine. Et Alphine, c'est peut-être lui, Satoshi, du coup, c'est peut-être lui qui avait les clés dans sa tête. Le problème, c'est qu'il a eu ALS. ALS, ça va très vite. Il a vite perdu l'usage de la parole, l'usage de sa mémoire et compagnie. Et puis, il est parti. Donc là, il est cryonisé, je sais pas comment ça se dit quoi. Il est congelé quelque part, je sais plus où. Mais je pense que jamais on aura accès à ce qu'il y a dans sa mémoire et à ces fameux, à cette fameuse seed phrase. Il est mort. Selon moi, le vrai Satoshi. Et c'est peut-être mieux ainsi. De toute façon, voilà, est-ce que c'est Adam Back, est-ce que c'est pas Adam Back? On verra bien un jour si les bitcoins bougent, mais ça m'étonnerait énormément. J'y crois pas une seconde. Voilà mon analyse, voilà ce que je pense de qui est Satoshi. J'avais déjà fait une petite vidéo là, il y a 1 an, 2 ans, je pense, sur un reportage qui était sorti sur Netflix avec Peter Todd qui faisait n'importe quoi dedans aussi, c'était marrant. Mais ouais, tu vois, ils surfent tout le temps sur cette vibe à chaque fois, ces gars-là. C'est un peu agaçant, mais franchement, t'imagines Satoshi qui te vend à une compagnie de trésorerie comme ça sur scène pour acheter des actions dans une société complètement centralisée pour maximiser les bitcoins d'une tierce personne ou d'une entreprise. Franchement, c'est pas du tout Satoshi ça. Bon voilà pour Adam Back. Maintenant parlons de Saylor aussi. Saylor, qui nous dit je vendrai jamais mes bitcoins et qui en vend. Qu'est-ce qu'il nous a foutu là? C'est aussi un bon lui. Lui non plus c'est pas un vrai satoshiste. Après voilà, il faut tout pour faire un monde, franchement. Moi je suis d'accord avec ça, tu vois. Le bonhomme, comme Adam Back, il a sa société, une trésorerie compagnie. Son idée, c'est quoi? Son but, c'est quoi?
Le problème, en fait, ce qu'on a avec Saylor, c'est que c'est devenu une figure emblématique de la communauté crypto. Sauf que il a un petit peu cannibalisé le truc, tu vois. Et on en est à un point où ce bonhomme, ça devient le prophète, ça devient le Jésus du Bitcoin, tu vois. Et à chaque fois, c'est un événement quand il va aller faire des achats et compagnie. Et il est devenu une référence parce qu'après, il utilisait pas mal de termes marketing et de concepts que nous, on aime bien aussi et de vision, en fait. Comme ne vends jamais ton Bitcoin, reprends le contrôle, les banques, elles sont foutues, tu vois, des choses comme ça. Pas mal de vocabulaire et de concepts que nous, on aime bien en tant que Bitcoiners. Mais le problème, c'est qu'il y a deux choses. Première chose, on est devenu complètement dépendant de lui, en fait. C'est devenu, en quelques années, une des personnes les plus emblématiques de la communauté. Et le fait que on ait un doute s'il va vendre ou pas, que il achète bas, etc. À chaque fois qu'il achète, les gens il y a la hype qui remonte, quoi. Il en a encore acheté, il en a encore accumulé, il y est encore allé. Et mais on commençait à avoir peur. Voilà, s'il le fait pas, s'il achète pas, s'il vend même, qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin, est-ce qu'il va se casser la gueule? Sa société à lui, est-ce que ça va se foirer? Est-ce que c'est la fin, tu vois? Est-ce que c'est la fin tout simplement, quoi? Parce que maintenant, il en a tellement aussi que ça commence à faire paniquer un peu, tu vois. Donc ça, c'est le premier problème. On est devenu un petit peu dépendant de lui et c'est devenu un petit peu une figure qui nous représente. Sauf que on oublie énormément une chose qui est le fait que le gars, c'est le CEO d'une société qui est cotée en bourse. Le gars, il travaille pour qui? Il travaille pas pour nous. En fait, il y a un mélange entre lui, sa vision personnelle aussi, et un mélange avec son business. Le gars, il est pas là pour te faire gagner de l'argent, il est pas là pour te faire grandir le Bitcoin pour toi, etc. Il a deux choses à faire. Première chose, pumper le Bitcoin, bien évidemment, parce que lui, il en a 20 000 personnellement. Et deuxième chose, pumper le Bitcoin, pourquoi? Pour sa société. Parce que sa société, elle en a 845 000 à peu près, tu vois. Et qu'est-ce qu'il doit faire avec ça? Faire de la thune pour ses actionnaires. Le gars, il bosse pour qui? Il bosse pas pour nous. Il bosse pas pour le Bitcoin. Il bosse pas pour les valeurs de Satoshi, du white paper qu'on aime tant et de cette vision. Le gars, il bosse pour ses actionnaires. Et ses actionnaires, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de la thune. Et ils veulent pas du risque. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut inoculer, entre guillemets, le marché. C'est ce qu'il nous disait. Il faut faire un vaccin. Il faut qu'il montre que, OK, je vais vendre un petit peu de Bitcoin. Il en a vendu, 32 pour 2,5 millions de dollars à peu près. Je crois que de mémoire, c'était 77 135 dollars le Bitcoin à l'époque. Et on va montrer au monde que c'est pas la fin du monde, que rien ne se crache et que Bitcoin survivra. Mais par contre, il a peut-être choisi son moment pour le faire. Par contre, ça c'est intéressant parce qu'il a vendu fin mai début juin. Qu'est-ce qui se passe fin mai début juin? On a l'instabilité géopolitique, on a les IPO donc SpaceX et compagnie qui arrivent. On a donc pas mal de liquidités qui luttent sur les marchés, tu vois. Donc pour plein de raisons. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de vendre. Pourquoi? Je pense que c'était justement pour participer aussi au crash, parce que derrière, il a racheté plus bas. D'accord? Il en a racheté combien? Je sais plus. Je me souviens qu'il les a rachetés pour 65 332 dollars l'unité, mais comment est-ce qu'il en a racheté? Je sais plus. C'est genre 110 millions de dollars, quoi. Quoi qu'il en soit, il a fait de la thune, quoi. Bon, après, voilà, la manière dont il gère un petit peu les fonds, etc., c'est un peu, complexe. Mais justement, il nous prépare peut-être à faire de choses encore plus complexes. Et il peut le faire parce que il a cette vision effectivement long terme. Pour moi, il reste persuadé que Bitcoin va cartonner, à vendre pour racheter derrière, à vendre d'une certaine manière, etc. pour, encore une fois, augmenter la valeur de ses actions et rapporter de la thune à ses actionnaires tout simplement. Et il est tout à fait d'accord à donner 10% par an à ses actionnaires en sachant que lui, à sa société, elle va prendre 20-32% par an. Voilà, c'est très malin de sa part, c'est vraiment des opérations comptables, c'est des maths, je pense qu'il a tout calculé d'avance, il est très intelligent. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que la personne est très intelligente. Mais le problème, c'est qu'il est très intelligent, mais qu'il bosse pas avec nous. Il est pas là pour nous, il est pas là pour nous faire plaisir, il est pas là pour nous faire gagner de la thune, il est pas là pour vraiment faire un monde décentralisé, encore moins, et changer les choses. Voilà, c'est comme ça. Mais si tu le vois de cet angle-là, de cet œil-là, que le gars, en fait, tout simplement, c'est le CEO d'une société cotée en bourse aux États-Unis, tout fait sens, quoi. Et ces gens-là, c'est comme les politiques, c'est comme les grands patrons de société, etc. Parfois, il faut que ça déforme un petit peu les faits. Ça ment un petit peu, surtout qu'il est bien lié à la politique en plus maintenant de plus en plus. Donc, je pense qu'on va aller de plus en plus vers les mensonges. Les politiques, ils ont le droit de mentir. De toute façon, de faire des promesses et de pas les tenir, les choses comme ça. Parce que quand on est dans le business, c'est un petit peu plus chaud. Mais voilà, là, il a pris une petite claque parce que du coup, il a dit, j'ai jamais dit que je vendrais pas, et puis au final, il vend. Mais ça reste un mensonge assez politique parce qu'il arrive à un petit peu nous gaslighter derrière, quoi. Donc, ouais, c'est l'or. J'aime pas la manière dont il fait. Je respecte la personne très intelligente comme Dr Adam Back. Mais est-ce que ces gens-là, ils vont dans notre sens? Est-ce que c'est vraiment les gens qui devraient
être les plus vus, parce que c'est l'or, il remplit la salle, hein, tu vois. Est-ce que c'est vraiment ces gens-là qui devraient être les plus écoutés à des conférences comme ça? Est-ce que c'est ces gens-là qui devraient être mis en tête d'affiche? Est-ce que c'est ces gens-là qui devraient être mis en avant? Je sais pas. C'est un peu triste quand même. Je préfère des gens qui bossent comme My First Bitcoin, des choses comme ça, qui bossent pour l'adoption dans la vie de tous les jours. Au Kenya, par exemple, du Bitcoin, le fait qu'on a une économie circulaire là-bas, ou des choses comme ça. J'ai fait une vidéo dans le passé aussi. El Salvador aussi, c'est intéressant ce que fait Bitcoin Beach, tu vois. Je les ai vus hier soir, c'est super intéressant. On va leur poser des questions à tous ces gens-là qui exposent ici parce que je pense que eux, c'est les gens qu'on devrait écouter. Eux, c'est les gens qui font changer les choses et qui travaillent pour un monde décentralisé, pour plus de vie privée, pour plus de liberté personnelle, liberté financière, liberté de mouvement, etc. On peut aller interviewer Cake Wallet qui est en full self-custody, open source et tout ça, tu vois. On peut aller interviewer The Bitcoin Way aussi. Je pense que ces gens-là qui mériteraient d'être mis en avant à des conférences comme ça. Et malheureusement, c'est pas le cas parce que les gens... après, les gens, ils ont la flemme, tu vois. Ils ont la flemme de faire du full custody. Pourquoi faire du full custody quand on peut facilement acheter du Bitcoin papier avec des ETF ou avec des actions, avec effet de levier? En plus, on va devenir riche rapidement, tu vois. C'est un problème aussi de la philosophie et de la psychologie humaine, en fait. Psychologie plus que philosophie, d'ailleurs. Les gens, ils veulent juste faire de l'argent rapidement. Ils veulent juste changer leur vie du jour au lendemain, sans avoir à changer trop de choses sur eux-mêmes, tu vois. Et on n'est pas dans la merde, en fait, parce que les politiques, les gérants, les gros businessmen, les choses comme ça, moi, j'ai fait du business dans le passé, j'étais dans l'import-export, j'en ai fait des millions. Et donc, je sais aussi comment est-ce qu'on manipule les gens avec le marketing, les choses comme ça. Et le problème, c'est qu'ils utilisent ça maintenant pour prendre le contrôle sur Bitcoin et on va plus du tout dans la vision satoshiste du truc. Et ça, c'est un peu triste. Et ces dernières années, je le vois de plus en plus. C'est de plus en plus des politiques, des sociétés, etc. à ces événements. Depuis Bitcoin Las Vegas 2025, je pense que je commence à saturer. Même parfois, je me pose la question d'aller aux events, quoi. J'ai fait Paris Blockchain Week aussi. Bon, voilà, quoi. C'était que ça, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas super gay, là. Dijon, qu'on va aller faire un truc, justement, parler d'économie circulaire, d'utiliser le Bitcoin pour payer les choses comme ça. Allons au centre-ville de Prague, parce que j'ai pas eu le temps ces 3 jours d'y aller. Je vais vous montrer un petit peu la ville et on va aller prendre du café et le payer en Bitcoin aussi là-bas, mais cette fois-ci en ville. Parce que c'est bien d'avoir ça aux conférences. Mais dans la vraie vie, c'est encore mieux. Je vous épargne le trajet en voiture, etc. Je vous fais une super transition. Regardez-moi ça. Si c'est pas fantastique. En tout cas, c'est pas discret, hein. Excellent. Il y a des tables à l'extérieur en plus. Je sais pas si on a le droit de fumer, je me prendrais bien un petit cigare. Bitcoin bar. Hello. Do you have anything like food? Food? Yes. We do have food. Snacks over here, and then for actual food, I'll tell you what we have. I'll take the beef burrito wrap. You accept Bitcoin here? Yeah, we actually do. Okay. There you go. You can go sit down. I'll bring you the coffee. All right. Can we smoke here? Of course. Yeah. Here you are. Thank you so much. You're welcome. Eh ben, je dois vous dire que c'est pas mal. Alors, quand même, je parlais un petit peu avec la vendeuse ici, ou la serveuse là. Il y a quand même pas beaucoup d'endroits à Prague où ils acceptent le Bitcoin, contrairement à ce que j'avais cru comprendre en regardant le stand de BTC Map à la conférence là. Et ici, ils ont ouvert seulement depuis quelques mois. Mais par contre, très très beau cadre. En plus, il y a juste un parc juste là derrière. C'est bien sympa. Donc ça peut être un endroit à venir découvrir, voilà, quand vous êtes en voyage à Prague. N'hésitez pas à passer par ici, faites-leur un petit coucou et payer en Bitcoin. C'est bien sympa parce que tout le monde ne peut pas toujours non plus aller à une conférence pour aller payer des trucs en Bitcoin, surtout que les conférences, souvent, c'est pas gratuit. Moi, je suis invité, mais c'est pas, parfois, ça revient très très cher. Je sais que Paris Blockchain Week, j'étais invité, mais je crois que le billet, c'était 1 600 €, quoi. C'est un truc de fou. C'est un business aussi après. Hein. Vraiment, c'est ça le problème. On se retrouve toujours sur les mêmes problématiques, en fait. En Nouvelle-Zélande, par exemple. Là où j'ai ma ferme et tout ça, c'est pas beaucoup développé Bitcoin. Donc tu as plein d'événements gratuits. Tous les mois, tu as des rencontres entre personnes dans des bars, par exemple, comme ici. Ce café ici, ça pourrait faire comme un lieu de rencontre, tu vois. Tu as des événements qui sont organisés par les exchanges comme Binance, qui fait beaucoup de boulot là-bas aussi. Mais plus, tu vois, dans les pays où ça se développe de plus en plus, ça devient un élément commercial parce que les gens, ils veulent... Ils s'intéressent au Bitcoin, ils s'intéressent à la crypto et du coup on va leur vendre des tickets, on va leur vendre des conférences. La Bitcoin conférence d'ailleurs, le billet, j'avais pris le billet VIP à Las Vegas, le billet baleine, pour avoir accès à tous les intervenants. Sinon moi je suis invité sur des billets normaux en fait généralement. J'avais payé ça, je crois, 10 000 $. En plus j'en avais pris un pour un pote aussi. Et 20 000 $ les tickets, ça fait quand même mal au cul. On bipera au montage. Quoi qu'il en soit...
Voilà, c'est un business. C'est ça le problème. On a un problème entre cette idée, j'en parlais avec Stéphane Livera, mais cette idée de on va du bas vers le haut, tu vois, une révolution populaire, à ces institutions, ce capital, ces sociétés marketing, etc., qui en font un business, quoi. Ouais, ça sera la problématique du jour. On tourne en rond, mais on est toujours dans le même problème. Ça me fait un peu mal au cœur, moi. À la base, j'utilisais cet outil comme un moyen de paiement. J'ai trouvé que c'était peut-être une solution, par exemple, les problèmes bancaires pour les virements internationaux. Tu vois, j'étais dans l'import-export avant. Et on se retrouve avec des trucs comme ça aujourd'hui. Après, c'est ça le gros avantage de Bitcoin aussi, c'est que c'est là, c'est comme ça, tout le monde peut l'utiliser comme ils veulent. Et du coup, forcément, ils vont pas se gêner pour l'utiliser aussi. Cette liberté qu'on a, nous, le peuple, ils l'ont eux aussi, les institutions, les grosses sociétés, les marketeurs, les politiques. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut rien faire. C'est le but du jeu, c'est le truc pour lequel on a voté. Donc, faut s'y faire. Chacun utilise le Bitcoin comme il veut. Voilà, sur ces grosses réflexions philosophiques, moi je vous laisse et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne des informations aussi sur Adam Back, sur Michael Saylor, des façons de voir les choses, que ça vous montre un petit peu ce que c'est que les paiements en Bitcoin dans le monde, ce que c'est les conférences Bitcoin et compagnie. Si vous avez des questions, posez-les. Voilà. Je pense que sur cette chaîne, de plus en plus, on va faire des vidéos qui répondent à vos questions, à vos problématiques, à vos besoins. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous intéresse qu'on traite dans la prochaine vidéo et on traitera de ça, on discutera de ça. Comme là, maintenant, tu vois, on se prend un café, on se pose et puis on discute. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Un truc que j'aime pas dans cette conférence, c'est que le café n'est pas gratuit. J'aime bien les conférences avec du café gratuit parce que j'aime bien du café. Bon, on peut prendre du café et on peut le payer en Bitcoin. Alors, prenons du café et payons-le en Bitcoin. C'est une expérience